Lorsqu'une œuvre atteint une certaine reconnaissance aux yeux du public, les gens ont vite tendance à essayer de lui trouver un égal. Combien de fois ai-je vu des commentaires qualifiant Wild Arms ou Legend of Dragoon comme étant de sérieux concurrents à FF7 pour le titre de JRPG phare de la première console de Sony. Apparemment, il existe un troisième challenger, Ancient Roman, le véritable rival de FF7. Bon, ce serait ignorer le qualificatif précédent qui désigne ce jeu comme étant un kusoge, littéralement un jeu de merde. Mais qu'est-ce donc qu'Ancient Roman? Pourquoi un tel titre? Et pourquoi mes yeux brûlent-ils quand je regarde l'écran? Ancient Roman est un JRPG sorti le 23 avril 1998. Oui, plus d'un an après FF7. Il était contemporain de Tales of Destiny, Breath of Fire 3, J-Cocoon et même d'un certain Xenogears. Et pourtant, le résultat est tel que vous le voyez devant vos yeux ébahis. Je ne parle que très rarement des graphismes dans mes vidéos parce que je pars du principe qu'une image vaut 1000 mots. Mais là, je suis bien obligé de souligner la laideur du bordel. Où que l'on pose les yeux, c'est moche, fait avec très peu d'ambition. Certains me diront qu'ils avaient certainement très peu de moyens, mais dans ce cas, tu ne fais pas un jeu en 3D si c'est pour nous donner un résultat pareil. Dans les plans rapprochés, on dirait que le visage de certains personnages a juste fondu. Pour ce qui est des décors en précalculé, ça va du passable à l'immonde. D'ailleurs, il n'y a aucun mouvement de caméra. Sur quelque écran que ce soit, elle ne suivra jamais le joueur quand il se déplace. En parlant de ça, la nave mesh, grosso merdo, la zone de déplacement accordée aux joueurs, est toute pétée. Le personnage ne peut pas rencontrer un mur sans se mettre à avoir des spasmes. D'ailleurs, même chose quand les personnages sont escortés par d'autres. Les déplacements se font dans 8 directions. Rien d'anormal en soi, mais il suffit que le tracé que suivent les personnages se situe entre 2 de ces directions pour que les modèles se mettent à faire n'importe quoi. Vous me direz que les graphismes ne font pas tout, et je suis totalement d'accord. Il y a aussi l'OST qui est une belle catastrophe. Oui, je parle de la musique que vous entendez en ce moment même. Ça ne vous semble pas catastrophique comme ça, mais pourtant, une fois en jeu, c'est une toute autre affaire. Littéralement, d'après ce post Reddit, la personne chargée de convertir les séquences MIDI sur la puce sonore de la PS1 a transposé les instruments sur la mauvaise tonalité. Les 2 liens dans son commentaire mettent d'ailleurs bien en évidence ce souci. Rassurez-vous, pour la suite de cette vidéo, je vous laisse la bonne version de l'OST. Le jeu est aussi doublé, ce qui est assez surprenant. Cependant, le doublage, comme les effets sonores, est de piètre qualité et a tendance à foutre un bordel monstre. Tout d'abord, à chaque fois qu'un personnage parle dans une cinématique, l'image frise, ce qui rend le tout bien atroce à visionner et écouter. Mais le pire, c'est que la même chose se passe durant les achats, où le jeu freeze pendant 1 seconde pour qu'un personnage puisse nous dire d'acheter tel ou tel objet ou nous traiter d'avare si l'on quitte le magasin sans rien acheter. Étrangement, il n'y a pas de freeze quand les personnages parlent en combat. Non, ici le freeze survient surtout quand les personnages attaquent, mais on reviendra sur les combats plus tard. Le doublage et le nombre de cinématiques qui est assez conséquent font que le jeu doit tenir sur 2 disques. Et même le changement de CD porte la marque de l'incompétence. Je crois que c'est le seul jeu PS1 que je connaisse qui demande de reset la console pour changer de CD parce que les mecs n'ont pas trouvé le moyen de faire changer 2 CD à la volée.
Ouais, sur le plan technique, ce jeu semble avoir beaucoup de soucis. Étrangement, je n'ai pas rencontré de bugs ou autre chose m'ayant gêné dans ma progression, sauf peut-être les triggers qui lancent le changement d'écran. Je vais grossir le trait, mais en gros, pour passer d'un écran à l'autre, en principe, les zones de transition sont tracées de manière à correspondre à ce qui apparaît à l'écran, ce qui n'est pas le cas ici. Parfois, la zone de transition est placée dans une petite zone ridicule, loin de ce qui apparaît visuellement comme étant la sortie. Tant et si bien que j'ai parfois cru que j'étais tombé dans un cul-de-sac. En restant sur ce sujet, notez que certains écrans ne se suivent pas visuellement. Vous quittez l'écran par le bas, en principe, dans le suivant, vous devriez arriver par le haut. Mais non, ici, on sort par le bas et on arrive par le bas. Le jeu se contrefout de perdre le joueur dans l'espace. Je me rends compte que je n'ai pas encore abordé l'histoire qui nous fait suivre les aventures de Kai, un jeune homme de 17 ans à la recherche de ses origines. Durant sa quête, il découvre qu'un étrange virus transforme les gens en monstres. Accompagné des différents compagnons qu'il croise sur sa route, Kai se met à la recherche de la source de ce mal étrange. Sur le papier, c'est pas trop mal, mais l'écriture est-elle du niveau de FF2 ? Le jeu se contente de nous balader d'événement en événement, mais n'arrive jamais à captiver son audience. Le tout semble avoir été écrit, non pas en réfléchissant à les thématiques, mais pour nous raconter une histoire cool. Sauf que c'est raté. Il y a carrément un arc d'entraînement où les personnages doivent escalader des tours pour y vaincre des boss et devenir encore plus forts. Est-ce que les personnages apprennent quelque chose sur eux-mêmes durant cet entraînement ? Non. Scénaristiquement, cet entraînement ne sert qu'à étendre la durée de vie du jeu, qui m'a d'ailleurs semblé assez courte, l'ayant fini en moins de 20 heures. Le scénario ne progresse jamais réellement. En vérité, tout le jeu est un prétexte pour rendre nos personnages plus forts. L'arc de l'entraînement, c'était durant le disque 1. Arrivé au disque 2, les personnages doivent réaliser des quêtes pour obtenir des pouvoirs divins. Une fois ceci accompli, ils peuvent aller affronter le boss final. Notez que le joueur est libre de réaliser certaines de ces quêtes dans l'ordre qu'il souhaite, chacune se concluant par la rencontre entre les personnages et les divinités qui leur confient leur force dans des cinématiques assez perturbantes. Sinon, vous imaginez peut-être à cause du titre que le jeu nous parle de la Rome antique. Mais non, alors c'est bien le nom que porte le jeu en japonais, et pourtant il n'a rien à voir avec le scénario. D'ailleurs, certains écrans du jeu nous montrent carrément la carte de notre monde, et pourtant rien ne semble montrer que le jeu se déroule bel et bien sur Terre. Le jeu souffre aussi d'un souci de rythme qui est très flagrant durant le premier disque. Juste après avoir découvert le virus, les personnages vont traverser 4 villages d'affilée avec 0 donjon entre chaque. Dans un des villages, il y a une zone avec des combats, mais qui est totalement facultative. Sinon, le joueur enchaîne 4 patelins sans rien affronter, juste à faire défiler du texte. Après ça, le jeu prend un rythme plus classique en mode village, donjon, village, mais le début fait vraiment très mal rythmé. Après, même quand il y a des combats, eh bien il faut dire que ceux-ci ne sont pas très intéressants. Déjà visuellement, on va pas revenir dessus, c'est toujours laid. Mais en plus de ça, Ancient Roman n'a rien à offrir comparé aux autres JRPG. Les sorts doivent être achetés, certains étant d'ailleurs des références au milieu automobile. Et ne me demandez pas à quoi ils servent, autant Hill et Ice je comprends, mais je ne sais pas du tout à quoi sert une magie appelée Volvo. Le jeu ne nous procure aucune explication, pareil pour les pièces d'équipement d'ailleurs, hein. Tu sais qui peut équiper quoi, mais le jeu ne te donnera jamais les stats. Les combats, eux, se déroulent au tour par tour le plus strict.
le personnage le plus rapide attaquant en premier. Maintenant, je vais vous donner ma stratégie de victoire. Faire un tout petit peu de level up, placer les personnages avec le plus de force et de PV dans l'équipe, spammer la touche attaque, bravo, c'est gagné. Les ennemis sont tellement stupéfaits par une telle technique qu'ils s'envolent vers d'autres cieux. Et non, ce n'est pas du tout un montage. Absolument tous les monstres du jeu, même le boss final, sont attirés par le bord en haut à droite de l'écran à leur mort. Je serais mauvaise langue, je dirais que les devs ne savaient pas comment faire disparaître de manière crédible les monstres vaincus et que c'était plus simple de les stocker ainsi hors de vue du joueur. Mais là, c'est juste une idée lancée en l'air. En tout cas, je vous avoue que j'ai explosé de rire la première fois que j'ai vu ça. Pour revenir sur l'absence de difficulté, quand les personnages obtiennent leur pouvoir divin, ils peuvent aussi obtenir des armes légendaires qui les font frapper comme des sourds. Mais j'ai découvert après ma partie qu'il existe une tactique très utile en speedrun consistant à équiper un personnage d'une hache qui inflige sommeil à 100%, et ce, même sur les boss. Le jeu est une véritable balade de santé, à tel point que les combats aléatoires étaient juste une plaie vers la fin. Heureusement que les émulateurs sont dotés de la fonction avance rapide. Remarquez, il est apparemment possible d'esquiver les combats en maintenant la touche cercle, glitch que j'aurais tant voulu découvrir avant d'y jouer. Est-ce que le jeu est mauvais ? Bien sûr, oui, clairement, je dirais même que c'est le pire JRPG auquel j'ai pu jouer. J'en connais d'autres qui méritent ce titre, mais on en parlera un peu plus tard. J'aimerais néanmoins, pour ne pas être totalement négatif, lister les rares choses que j'ai appréciées dans le jeu. Tout d'abord, le changement de disque. J'en avais déjà parlé dans une vieille vidéo, mais c'est le bon moment pour marquer un changement dans le déroulé des événements, chose que le jeu fait en étant plus ouvert. J'apprécie aussi le grand nombre de cinématiques. Alors, elles sont ce qu'elles sont, mais qu'importe le jeu, je les ai toujours perçues comme étant une récompense pour la progression du joueur. Et puis, elles apportent à la principale force du titre, qui est l'humour. Notez bien sûr que ce n'est pas une qualité désirée de base. De par ses multiples défauts, le jeu a tout du nanar vidéoludique. Il est mauvais, oui, mais pas mauvais au point d'être injouable. De ce fait, rien n'empêche le joueur de progresser. Est-ce que je me suis ennuyé ? Parfois oui, quand il y avait trop de combats, mais le reste du temps, je me suis juste marré. J'ai ri aux éclats devant le jeu. Mon seul regret est de ne pas avoir capturé ces moments pour les partager ensemble. Mais je vous invite à l'essayer vous aussi. Il a été récemment traduit en anglais par des fous furieux. La traduction semble au premier abord assez moyenne, mais les traducteurs ont apparemment fait avec les moyens du bord. Avant de conclure, j'aimerais rapidement évoquer la meilleure partie du jeu qui se trouve hors du jeu. En effet, il existe un drama audio qui était apparemment fourni avec le jeu et qui nous raconte les événements qui précèdent celui-ci. Sans être fantastique, l'histoire qui y est contée reste meilleure que celle proposée par Ancient Roman, en plus d'avoir un doublage d'une meilleure qualité. Pour les curieux, le lien sera en description, même si je vois mal qui cela pourra intéresser. En bref, Ancient Roman mérite bel et bien son titre de jeu de merde. Mais soyez rassurés que j'y rejouerai, et ce sûrement en live, histoire qu'on se marre tous ensemble. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Kerzian qui vous dit à plus les gens.